Dorine Maten. Si je vous dis la flûte enchantée, Beaux-Arts. évidemment, même les enfants de 5 ans connaissent parce qu'ils parlent. Non, mais c'est vrai, ils parlent à toutes les générations. Wolfgang Amadeus Mozart. Et aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de sa naissance. Il y a 264 ans, jour pour jour, qu'il est né. C'était le 27 janvier 1756. Il a laissé derrière lui près de 600 chefs-d'œuvre. Son père, Léopold Mozart, convaincu du talent de son fils, va le présenter pour la première fois en 1762 à la cour de Vienne, Marc Menant. Mais au-delà de cette conquête de la cour de Vienne, on va revenir sur la découverte de ce petit Mozart. D'abord, il y a la sœur. Ah non, mais commencez pas par la sœur. Je lance par Mozart. Si je lançais par la sœur, il aurait commencé par le père. Exactement. Alors, la sœur. Oui, il y a 7 enfants, une seule a survécu, lui il est le 7e, et la sœur, qui a 4 ans de plus que lui, elle est magique au clavecin. Oh, elle est véritablement une sorte, je dirais, de fée lorsqu'elle s'installe sur le clavecin en tant que tel. Et alors, le père, qui est professeur lui-même, c'est un homme qui a beaucoup travaillé afin de se distinguer. Les élèves le louent, car ils estiment que grâce à lui, ils arrivent à se transcender. Mais elle, quand même, elle est vraiment plus que douée. Le petit bonhomme, il est dans les pattes, on ne fait pas trop attention à lui. Et lorsqu'il a 3 ans, un jour après une leçon, le voici qui va tranquillement jusqu'au clavecin, il tape comme ça, mais c'est pas désordonné, il y a un son. Le père étonné le prend dans ses bras, le pose sur le tabouret, et le voici qui part en chanteur et qui répète pratiquement ce que sa sœur vient de jouer. Et celle-ci écrira en une demi-heure, il était capable de se souvenir d'un menuet et de le reproduire. Alors le père est fasciné. Quelque temps plus tard, il lui achète un violon. Il n'a même pas le temps de lui montrer comment on le tient, que le gamin s'en saisit et le voilà parti. Et là encore, c'est magique. À 6 ans et demi, là, le père pense qu'il est temps de rentabiliser, je dirais, ce duo, la sœur prodige et le gamin qui est encore plus divin. Et il envisage d'aller à la cour de Vienne, conquérir cette ville incroyable. On s'entasse dans une voiture de poste. Durant tout le trajet, à chaque fois que l'on descend, l'enfant étonne. Un jour, il filoche parce que c'est quand même le rebelle, l'imprévisible. Il est là, il courotte, il ne s'occupe pas de ce que l'on lui demande. Il vit selon sa fantaisie. Ça va avec le talent. Il filoche dans une église, il s'installe à l'orgue et les moines qui tombent en pamoison. Quand il se présente à Vienne, il y a les douaniers à ce moment-là qui demandent théoriquement d'ouvrir les valises. Mais lui, il sort le violon. Et même chose, c'est la fascination. Et la famille aurait pu passer ce qu'elle voulait. On n'ouvre pas les valises. Mais alors après, il faut se faire connaître. On arrive le 6 octobre. Comment entrer en contact avec les tout-puissants? Ah mais là, le père, c'est l'impresario. Et il est d'une obséquiosité. Il va rencontrer les nobles en disant « Mais si vous saviez, mes enfants, ils sont prodigieux !» On lui claque la porte, il revient et il obtient qu'ils se produisent dans quelques salons. Eh bien, le 13 octobre, les voilà devant l'impératrice dans le grand palais. Oh là, on a sorti les grands trésors, c'est-à-dire qu'on s'est pratiquement ruiné pour que les enfants puissent apparaître dans la grande dignité aristocratique. Le gamin a l'habit lilas, festonné d'or, les souliers avec les petites boucles et les hauts talons, l'épée sur le côté, 6 ans et demi. Oh, il est beau, mon gaillard. Mais boum, il s'empêtre dans la tenue, il n'est pas habitué. Il y a une jeune princesse qui se précipite, qui le redresse. Cette princesse s'appelle Marie-Antoinette. On la retrouvera quelque temps plus tard. Et le voici qui retrouve sa dignité sur le piano. Et hop, la foule, enfin, ceux qui sont là, médusés et qui à la fin applaudissent à tout rompre. Lui, il s'en occupe même pas. Il court vers l'impératrice Marie-Thérèse, il ne s'occupe pas du protocole, il se plante sur les genoux et lui fait des câlins. Alors forcément, les laquais accourent, il n'est pas question d'avoir ce type de comportement. Et elle qui crie « Laissez, laissez, j'adore les enfants !» Bon oui, c'est normal. Et il se tourne, il montre Marie-Antoinette, il dit «
Celle-là, je l'épouserai quand je serai plus grand. Et pourquoi, dit Marie-Thérèse? Parce qu'elle m'a aidé. Voilà le phénomène. Il va y avoir plusieurs grands voyages, 3 au total. Il va parcourir l'Europe. Les années, nous trouvons à Rome, alors qu'il a 14 ans, avec son père, le jour de la Pâque, la Semaine Sainte, il y a le mercredi. Il nous reste 1 minute 30. Et j'aimerais bien vous parliez de sa mort aussi. Oui, d'accord. Alors ce jour-là, on joue le Miserere d'Allegri. Théoriquement, personne ne peut l'écouter plus que 2 fois parce que c'est le mercredi et le vendredi saint. Et puis après, on boucle la partition, elle est enfermée. C'est l'excommunion pour celui qui essaierait de la rejouer. Eh bien lui, il l'entend. Et le vendredi, il affine, et le voilà qui divulgue à tout le monde le Miserere d'Allegri. Le pape devrait être furieux? Non! Il est émerveillé, tant et si bien qu'il lui donne l'ordre de l'éperon d'or. Et à partir de ce jour, Mozart signera le chevalier Mozart. Bien sûr qu'on pourrait passer des heures à conter cette histoire extraordinaire. Vous voulez la fin, bien sûr. Alors sachez qu'il va faire fortune. Il y a ceux qui l'admirent, mais parfois on le trouve trop inventif. À Vienne, il finit par agacer. Il y a trop de notes, lui reproche-t-on. Mais à Prague, là, on est dans la pâmoison. Et toujours est-il que la fortune varie selon cette popularité, les jours où la bourse est pleine et les moments où ça va moins bien. Et il meurt jeune. s'est marié avec Constance. Oh, elle n'est pas très jolie, mais en revanche, c'est une bonne femme, elle sait s'occuper de la maison, elle n'est point dépensière. Et il meurt jeune, il avait 35 ans seulement. Oui, mais donc il a 35 ans. Quelques mois avant, il a eu un petit garçon qui deviendra un très bon musicien et il est dans la difficulté financière. Et un matin, on frappe à la porte. C'est un chevalier noir qui se présente. Cet homme-là demande à ce que Mozart compose une marche funèbre. Et le voilà, bon, comme on lui donne quelques écus, bien évidemment, il va pas rechigner. Il se place. Et il dit, ce personnage m'obsède, il est là, je le vois constamment dans mes yeux, il m'exhorte. Il me demande un chant funèbre alors que je suis en train de mourir. Ah ben on finit en musique et on l'écoute. On l'écoute, mais lui, il ne la terminera pas. On va écouter le requiem. Cette marche funèbre, ce requiem, c'est son assistant à qui il demande, quand il sent que ses forces le quittent, il lui dit « Jure-moi que tu iras jusqu'au bout. » Meyer reprendra les éléments. Il reste à peu près un tiers. Et en s'inspirant de tout le début, on aura ce requiem flamboyant qui encore aujourd'hui nous occupe. Alors, bien évidemment, on a dépassé le temps. Non, on écoute un peu. Oui, c'est juste de dire que s'il y avait personne à son enterrement, c'est pas vrai, il y avait du monde pour la messe. En revanche, au cimetière, parce que l'empereur estimait qu'il fallait prendre des mesures pour éviter qu'il y ait des infections, on retombe dans l'actualité. On écoute. Personne n'avait le droit d'aller au cimetière, Merci, à part Marc. quelques intimes.